La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bienvenue à toutes et tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du Business Club de l'Ouest, l'économie décryptée par ceux qui la font. Nous sommes dans ce très bel écrin de l'Atrium. Merci à la Banque Populaire Grand Ouest que nous remercions pour son soutien. Les trois chroniqueurs du jour sont là. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Merci à vous, Maître Audrey Balugoujot, vous êtes avocate au barreau de Rennes. Et merci à Hugues Mély, PDG de Niji, président également de BDI, Bretagne Développement Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler tourisme. La France reste la première destination mondiale avec plus de 5 milliards d'euros de recettes. C'est 8% de notre PIB. C'est également une véritable entité économique avec 330 000 entreprises pour 2 millions de salariés. Et l'invité que nous allons recevoir tout de suite est le président national de la CAT, la Confédération des acteurs du tourisme, mais également le président du GNC, le groupement national des chaînes hôtelières. Je vous demande d'accueillir Jean-Virgile Crans. Prenez place, Jean-Virgile Crans. Merci d'avoir répondu à l'invitation de notre magazine économique TVR Banque Populaire Grand Ouest. On a énormément de questions à vous poser. Le tourisme nous concerne toutes et tous. Mais la première question, c'est un peu votre fédération. Vous regroupez une vingtaine de fédérations professionnelles de l'industrie touristique. C'est en quelque sorte un peu la CAT, le MEDEF du tourisme ? Bonsoir et merci de cette invitation. Toujours un plaisir de venir parler tourisme et surtout économie du tourisme. D'ailleurs, on nomme même au niveau de notre confédération, on parle de l'industrie touristique, puisque c'est une filière en fait qui est, contrairement à parfois les idées préconçues, est très structurée et très organisée. Alors la Confédération des acteurs du tourisme est en effet une interprofessionnelle, et en effet on peut faire le parallèle avec le MEDEF. On y retrouve une vingtaine de fédérations qui sont toutes représentatives, organisations patronales représentatives, donc représentant un certain nombre d'entreprises et de salariés. D'ailleurs, ça fait un total au niveau de cette confédération de plus d'1 million de salariés et plus de 70 000 entreprises. 20 fédérations dans des domaines très différents. Alors les hébergeurs sont bien entendu très présents. Mais on y retrouve aussi, par exemple, le domaine de l'événementiel. On va y retrouver les domaines liés au sport, à la culture. On y retrouve tous les transporteurs, qui est un élément essentiel, bien entendu, dans cette chaîne d'activité. Et puis, on y retrouve aussi les distributeurs. Donc, je pense en particulier au monde des agences de voyage, qui, d'ailleurs, est en train de faire son assemblée générale au Maroc ce soir même. Benoît. Merci de votre présence. On voit que en fait, les responsabilités que vous portez, dans lesquelles vous avez été élu, sont en fait extrêmement vastes, peut-être parfois avec des particularismes, mais pour un grand public comme moi, c'est quoi les 2, 3 ou 4 grands enjeux qui animent la fédération que vous présidez ? Alors, le principe de la fédération, déjà, c'est de la confédération, c'est dans l'organisation de ne pas faire le travail à la place des fédérations. J'ai la chance d'avoir un bureau avec des présidentes et présidents très engagés, qui font un travail très qualitatif et qui ont leur expertise dans leur domaine. L'idée, c'est qu'on fait émerger en fait les sujets qui nous sont communs. Et on s'est rendu compte que depuis qu'on fait ce travail, en fait, on a peut-être 70 à 80% de nos sujets qui sont communs, puisqu'en fait, on a une interdépendance. Quand on prend un voyageur, à partir du moment où il arrive sur le territoire et au moment où il va repartir, il va utiliser un certain nombre de services.
Et en fin de compte, c'est cette chaîne d'acteurs économiques qu'on va retrouver au sein de la Confédération. Donc c'est vrai qu'on fait émerger ces sujets communs et l'enjeu, c'est parfois de faire de la pédagogie auprès des pouvoirs publics. C'est aussi d'aller défendre les intérêts de la profession et on a souvent des éléments qui sont très systémiques. Une décision qui est prise dans un domaine va avoir une répercussion dans les autres domaines, d'où cette solidarité en fin de compte. La nécessité aussi de bien se connaître entre nous, parce qu'il est vrai qu'on a une porosité, d'ailleurs on essaye de travailler sur la porosité de l'emploi au sein de la filière et de se dire que voilà, on a certains métiers qui sont difficiles dans notre industrie, difficiles en tout cas sur le recrutement, difficiles parfois sur la fidélisation. Et donc l'idée c'est de se dire il faut les garder dans cette grande maison du tourisme et qu'en fait il y a plein de moyens de faire carrière et de belles carrières dans le tourisme. Et puis un enjeu bien entendu, et c'est sûrement un des enjeux essentiels, par rapport au pouvoir public. Aujourd'hui, on peut considérer qu'en France, et ça a été dit sur les mots introductifs, ce poids du tourisme, c'est que malheureusement, en fait, le fait de pouvoir dire qu'on est la première destination touristique mondiale, ça fait que bien souvent, nos politiques au plus haut niveau n'ont jamais considéré de façon aussi importante que ça doit l'être, l'économie du tourisme. Quand on dit qu'aujourd'hui c'est 8% du PIB, c'est plus de 2 millions d'emplois, c'est des emplois non délocalisables, c'est des emplois sur lesquels il existe un vrai escalier social. Donc on a des enjeux pour le pays. On a un enjeu aussi de territoire, d'aménagement du territoire au niveau du tourisme. Donc les enjeux sont nombreux, mais l'idée c'est de dire que notre pays doit prendre l'économie du tourisme comme un vrai pilier de son économie. Et je me permettrai de faire juste la comparaison d'un de nos concurrents, qui est juste à notre porte, l'Espagne. Il y a quelques années de ça, l'Espagne, c'était juste le tourisme de masse, peu qualitatif, et à un niveau bien moindre que la France. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'Espagne est passée devant la France en termes de volume et de recettes, et on a un enjeu de recettes, puisque notre pays a en effet un trafic important au vu de sa situation géographique, mais pour autant, on ne capte pas forcément toute la recette. Et on a sûrement aussi l'envers de la médaille, c'est qu'on a, en fin de compte, des patrimoines, et ils sont nombreux en France, que beaucoup de pays nous jalousent, et ça, c'est un atout extraordinaire, c'est une pépite sur laquelle il faut travailler. Audrey. Bon, Jean-Virgile, on ne voudrait pas vous fâcher d'emblée, mais on est obligé de vous parler de votre concurrent Airbnb. L'hôtellerie traditionnelle tient le coup, même progresse. Vous, votre stratégie pour les années à venir, comment voyez les choses ? Alors en fait, vous n'allez pas me fâcher, et deux, on ne le considère pas comme un concurrent. D'ailleurs, on est en train de progresser, puisque même si certaines fédérations étaient assez fermées à discuter avec ces acteurs, et je parlerai de la location de meublés touristiques de façon globale, sans forcément d'ailleurs nommer spécifiquement un distributeur américain. Mais pour autant, il est vrai que c'est une activité importante dans le tourisme. J'ai toujours défendu une position qui est de dire que l'attractivité touristique d'un territoire, elle est liée à son offre. Et elle est liée à son offre sur 3 composantes qui sont la quantité, la qualité et la diversité. Vous m'avez compris, dans la 3e compétence, dans la conséquence de cette diversité, c'est le fait, en effet, d'avoir différentes offres. Et cette offre de la location de meublés, elle s'est développée très vite et très fort. Donc, en fait, tout simplement, elle répond à un client. Et je me suis permis de dire, même parfois à certains hôteliers, il y a quelques temps de ça, qu'on était peut-être aussi passé, le monde de l'hôtellerie, à côté de quelque chose. On ne s'était peut-être pas adapté assez vite pour pouvoir répondre à ce besoin du consommateur. Donc pour autant, c'est une richesse d'avoir tous les types d'hébergement, puisque là, on est sur ce sujet de l'hébergement. Par contre, et là, c'est qu'en effet, on peut aborder le sujet de concurrence qu'on pourrait considérer parfois un peu déloyale, c'est que les règles du jeu ne sont pas les mêmes et qu'aujourd'hui, nous militons très fortement pour qu'en effet, l'État prenne ses responsabilités pour encadrer ce type d'activité. Alors, on le voit souvent sur des activités qui sont arrivées par le digital, ce n'est pas la seule, mais souvent le digital nous amène de nouvelles activités économiques qui en fait n'étaient pas connues, et qui font que, en fin de compte, nos règles de loi ne les ont pas prévues. Et il faut, bien entendu, s'y adapter. Et d'ailleurs, on y a travaillé, puisqu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de la profession.
Et parallèlement, il y a eu un travail aussi des politiques. Et d'ailleurs, c'est là où on retrouve cette mission de la CAT, qui est de travailler avec les pouvoirs publics. Et la dernière loi qui vient de sortir, elle permet de donner cette boîte à outils aux élus locaux pour qu'ils puissent, eux, en responsabilité, prendre les décisions nécessaires pour pouvoir encadrer ce marché et adapter, en fin de compte, ce qu'ils vont souhaiter sur l'offre de leur territoire. Hugues. Alors Audrey m'a presque volé ma question. Dans une audition toute récente des acteurs économiques au Sénat, Sébastien Bazin, président du groupe Accor, pointe justement sur la nécessité galopante des investissements dans le numérique. 700 millions d'euros par an pour Booking.com, 70 millions d'euros pour Accor, probablement 7 millions d'euros pour un acteur comme le Ritz. Je n'ai pas questionné une grande famille hôtelière malouine, mais sans doute 700 000 euros par an. Et puis le bel établissement indépendant, je ne sais pas moi, le château de Loguenolé, sans doute difficilement 70 000 euros par an. Comment vous instruisez ces sujets au niveau de votre fédération ou mutualisation de fédération? Enfin voilà, quelle est la place du numérique dans vos réflexions sur les modèles économiques finalement du tourisme demain? Alors, c'est une excellente question, parce qu'en effet, elle est transverse à nos fédérations, à nos activités. La distribution par le digital a pris un poids énorme. Et vous voyez, on discutait sur la partie restauration sur laquelle ce digital est en train d'arriver, avec la restauration hors foyer qui se développe, qui continue à se développer de façon importante. Et je rappelais l'historique chez les hôteliers, où il y a quand même quelques années de ça, où quand Booking.com est arrivé, les hôteliers, on disait, en fin de compte, il reste 3-4 chambres. Vous savez, c'est la spécificité de ce type de métier, c'est qu'un hôtel, vous devez le remplir tous les soirs. Mais s'il n'est pas rempli le soir, voilà. Mais par contre, quand il est plein, vous ne pouvez pas en faire plus, contrairement à un magasin où, bien souvent, c'est rare qu'on ferme les portes parce qu'il y a trop de clients. Donc, on a vraiment ce besoin d'optimisation, en effet. Et donc, du coup, on s'est dit, on va mettre les 3-4 chambres qui restent sur Booking.com, et puis ce sera toujours ça de plus. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse, c'est-à-dire que le volume de vente, il est fait sur la distribution. Et l'enjeu, et vous le pointez du doigt, c'est en fait cette marge qui disparaît, puisque du coup, c'est ce distributeur qui va prendre une partie de la marge et qui, pour autant, ne va pas supporter les investissements. Et nous sommes dans des métiers sur lesquels les investissements sont importants. Alors, c'est vrai que cette partie investissement est aussi, d'ailleurs, un enjeu. Alors, je regarde Benoît Cattel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des diversifications de capital qui se font aussi dans nos métiers, en particulier l'hôtellerie, puisqu'il y a cet intérêt aussi de l'investissement dans le bâtiment. Et c'est une bonne diversification, et ce sont des activités qui sont en fin de compte assez pérennes à partir du moment où on est bien localisé avec le bon produit et la bonne distribution. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, cette partie digitale, elle vient prendre sur le marché. Alors, il y a eu des réflexions qui ont été faites de dire il faut qu'on sorte Cocorico, la plateforme française. Il faut savoir que les Américains, il y a quelques années de ça, ont voulu faire une plateforme entre groupes hôteliers américains, et pour autant, ils ne l'ont pas faite. Et aujourd'hui, les plateformes existantes ont un tel volume et un tel poids qu'il n'est pas envisageable de pouvoir avoir une plateforme française, franco-française, qui pourrait concurrencer. Pour autant, dans les stratégies de distribution, c'est aussi de démultiplier le nombre d'outils de distribution et pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier, bien entendu, pour pouvoir optimiser aussi ses revenus et surtout pouvoir garder une partie de distribution en direct. Mais ça, c'est un peu comme tout commerçant. On veut garder en effet cette vente en direct avec le consommateur, d'où la nécessité de s'adapter aux outils digitaux pour les professionnels. Jean-Virgile Crans, lorsque vous avez pris, il y a un peu plus de 2 ans, la présidence de cette confédération des acteurs du tourisme, vous avez à Saint-Malo plaidé pour un New Deal en faveur d'une croissance forte, durable pour cette industrie touristique. Vous aviez fait venir la ministre Grégoire à l'époque à Saint-Malo. C'est important d'avoir un ministre délégué, un ministre dédié au tourisme, parce que lorsqu'il n'y a pas cette représentation au plus haut sommet de l'État, ça peut être pénalisant pour toute cette industrie du tourisme.
En fait, c'est important. Bon, je crois que toutes les activités, les grandes fédérations militent, bien sûr, pour avoir une représentation d'État. Mais c'est peut-être d'autant plus important dans notre domaine d'activité. D'une part, parce que l'État a toujours considéré qu'en fait, cette activité, c'était une activité récurrente, que de toute manière, on était la première destination touristique mondiale et qu'il n'y avait pas forcément besoin de beaucoup investir. D'autre part, on a une nécessité d'interministériel. C'est une activité qui est extrêmement transverse, puisqu'en fin de compte, on va avoir un ministre du tourisme. Et c'est vrai que là, on a la chance actuellement d'avoir une ministre dédiée, Nathalie Delatte, qui est venue d'ailleurs, elle aussi, à Saint-Malo. C'est pas hasard, parce que voilà, j'ai la chance aussi d'être première adjointe de cette ville. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au fil du temps, mes activités se complètent, puisque le fait d'être parole d'un élu local d'une des grandes destinations touristiques françaises, on est dans le top 10 des destinations touristiques françaises, on est un vrai petit laboratoire en fin de compte, à la fois de ce qui va bien, à la fois aussi des difficultés et des enjeux. Et ça, c'est très important. Et c'est vrai que le fait d'avoir un interlocuteur qui soit dédié est extrêmement important. On l'a vu d'ailleurs dans la période du Covid, où nos fédérations ont montré toute l'importance et l'intérêt qu'elles avaient. C'est un peu comme un assureur où on a toujours l'impression que tant qu'on n'en a pas besoin, c'est un peu trop cher. Mais le jour où on a un pépin, on est bien content d'avoir pris la bonne assurance avec le bon contrat. Au niveau de nos fédérations professionnelles, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tant qu'on n'en a pas besoin, bon, bah voilà. Mais en fin de compte, la solidarité commune et l'investissement commun, en effet, par rapport à une profession et une industrie est extrêmement important. Et au moment du Covid, on a vu comment on a pu se démener pour défendre la profession, pour faire en sorte que les fonds de solidarité, on a eu 3 versions de fonds de solidarité. Et ça, je peux vous dire, ça s'est fait parce qu'avec Jean-Baptiste Lemoyne à l'époque, on passait des heures, jour et nuit, y compris à faire de la pédagogie avec à la fois nos ministres, avec les cabinets, pour leur expliquer les difficultés, comment fonctionne un compte de résultats, comment fonctionnent nos entreprises, puisque chacun a ses spécificités et ses spécificités métiers. Donc c'est important d'avoir cette représentation au sein du gouvernement. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai l'intime conviction que notre pays qui aujourd'hui vit une période compliquée, mais au lieu d'aller chercher à aller sur des domaines sur lesquels c'est déjà compliqué, prenons un domaine sur lequel on est plutôt bon. Les performances touristiques, aujourd'hui, 2024, on sort d'une très bonne année. Alors c'est vrai qu'on a surfé aussi sur les Jeux Olympiques, mais on a tout pour gagner avec le tourisme. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est prenons au contraire cette opportunité de développer cette activité, de donner les moyens à la développer, en effet, en partenariat public-privé. Benoît. Vous êtes de fait un des meilleurs connaisseurs européens de l'industrie touristique et française pour sûr, l'homme qui compte. Moi, j'aimerais vous interroger sur l'industrie touristique de la Bretagne. Comment vous la qualifieriez? Quels sont ses points forts? Qu'est-ce que vous pourriez nous préconiser, à nous, acteurs économiques, pour qu'on devienne la grande destination touristique européenne ou mondiale? Alors, merci pour vos qualificatifs, mais je n'ai pas la prétention d'être un expert européen, même si dans le cadre de nos fédérations, d'ailleurs, on a une branche européenne, parce qu'il se joue beaucoup de choses au niveau européen, et en particulier d'ailleurs sur les sujets digitales. On a un sujet avec le DMA aujourd'hui sur les référencements Google, où on voit que là, les éléments de réglementation sont extrêmement importants et contraignants, et ont des enjeux de performance ou de sous-performance économique. Pour répondre à votre question sur la Bretagne, je pense que la Bretagne fait partie déjà des grandes destinations touristiques. On a la chance sur ce territoire d'avoir des familles, des histoires d'investissement qui ont été portées par des Bretons. On est une terre de conquête et la région ici de la Côte d'Émeraude en est l'exemple. On pourrait citer la famille Relique, on peut citer le domaine des Ormes, mais je fais une erreur parce que je commence à citer, alors on pourrait en citer bien d'autres, bien entendu. Mais peut-être qu'on a dans nos atouts le fait qu'on a une partie côtière qui est importante. On voit qu'aujourd'hui, on a une appétence pour un tourisme plus vert, un tourisme plus naturel, et on a un enjeu aussi de préservation, en effet, de nos territoires. Et je crois que la Bretagne, globalement, dans son ensemble, a été plutôt bien préservée. Et ça fait partie aussi de nos atouts. Et puis, on a un rétro-littoral qui est extraordinaire. À Saint-Malo, on est parti on avait lancé une approche marketing sur la chasse au trésor. Et en fait, on est parti de ce principe que
Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel, pouvait être considéré un peu comme la tête de gondole. C'est en effet ce qui fait qu'il y a un trafic naturel qui se génère, mais il faut toujours, bien entendu, l'entretenir. Et après, c'est de se dire que toutes ces personnes qui viennent, il faut qu'on les fasse revenir. Il faut qu'on les fasse revenir, d'une part sur la partie territoire, et puis d'autre part aussi sur différents types de tourisme. Parce que quand on parle tourisme, on a souvent en tête naturellement la partie loisirs. Mais en fait, vous avez une partie tourisme d'affaires et tourisme de loisirs. Et partir du principe que toute personne qui vient dans un territoire pour un congrès, pour un événement d'affaires, et bien souvent qu'à la frustration de ne pas découvrir le territoire, parce qu'il est venu, il est reparti, il a fait son boulot, puis en fin de compte, avec un peu de chance, il a mangé des huîtres avec un coup de blanc, mais il n'a pas vu grand-chose. Donc il faut absolument qu'on le fasse revenir. Et celui qui est venu en loisir, il y a tout un pourcentage de ces gens, de ces familles qui viennent en loisir, qui ont besoin aussi de venir faire du business. Et on a des outils formidables en Bretagne, et en particulier sur notre côte d'Émeraude. Je ne peux pas m'empêcher de citer le Palais du Grand Large, qui est un des plus beaux palais des congrès de France, puisqu'on est les pieds dans l'eau, et avec toute l'offre de restauration, d'hébergement et de loisirs à toute proximité. Il nous reste 5 minutes, alors on va faire questions-réponses très courtes. Audrey. Alors, plus de 500 000 emplois non pourvus. Comment rendre le tourisme attractif, notamment pour les jeunes? Quelles sont vos solutions? Très bonne question, et répondre vite à cette question, c'est difficile. On a, je pense, un rapport au travail qui a complètement changé. On stigmatise parfois nos professions. Ma foi, je crois qu'il y a beaucoup de professions aujourd'hui qui ont des difficultés de recrutement, de fidélisation. On a souvent dit qu'on était des métiers difficiles, et pourtant on voit que il existe un vrai escalier social, mais on a un travail à faire en effet pour redorer quelque part l'image de la profession, et certains, mais qui sont en fait une minorité, peuvent des fois écorner l'image de ces métiers, mais qui sont des beaux métiers, qui sont des métiers qui permettent de progresser assez facilement. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités. Et puis pour les jeunes qui veulent voyager, c'est le passeport pour en effet le voyage. Et j'ai le sentiment, en tout cas les jeunes que je peux côtoyer, j'ai l'impression qu'on a une nouvelle génération qui n'a qu'une envie, c'est de pouvoir partir, c'est de pouvoir découvrir, c'est de pouvoir voyager. Le tourisme est à leur disposition pour le faire, à la fois en dehors de nos territoires, mais déjà sur notre territoire, parce que la France est magnifique et elle a besoin d'être découverte. Hugues. Le dérèglement climatique, impact du dérèglement climatique sur votre secteur, à la fois dans l'appréciation que les clients peuvent avoir de la destination vers laquelle ils doivent s'orienter et de ce que les investisseurs peuvent considérer être les places d'investissement privilégiées, et puis bien évidemment l'éco-responsabilité croissante d'un certain nombre d'acteurs. Je pense au transport aérien, je pense aux croisiéristes, je pense à la voile de plaisance par exemple, voire de compétition, si je fais une petite allusion à Saint-Malo. Comment ça se goupille tout ça? On est plein dans l'actualité. Je vais vous donner concrètement 2 exemples. On vient de signer il y a quelques jours un engagement avec l'État et avec notre ministre, un certain nombre de nos fédérations sur un plan de restriction hydrique. L'objectif est de réduire de 10% d'ici 2030 les consommations d'eau, et on considère que c'est extrêmement important. J'aime souvent parler de taux d'acceptabilité de l'activité touristique. Et plus nos populations seront restreintes sur des économies d'énergie, sur des économies d'eau, sur du comportemental, plus elles auront du mal à accepter d'avoir des gens extérieurs qui, eux, viennent peut-être consommer leur eau, leur électricité et peut-être demain leur nourriture et autres. Donc on a un enjeu en effet de responsabilité extrêmement important là-dessus. On y travaille, ça passe par un travail à la fois au niveau des équipes, bien entendu par un certain nombre d'investissements, et ça passe aussi par une éducation, ou en tout cas des pratiques qui doivent évoluer, y compris au niveau de nos consommateurs, et on y travaille au niveau de toutes nos activités. Et puis, deuxième exemple, et là vous m'avez tendu la perche pour Saint-Malo, le dernier arrivé de la Brittany Ferries, qui a la chance de s'appeler Saint-Malo, c'est pas un hasard, premier ferry mondial de cette capacité-là, à être complètement hybride, production GNL et électrique. Donc là, on est dans la décarbonation des mobilités touristiques, et on sait que l'enjeu, il est là, il se passe là. Donc en effet, on a des enjeux qui sont très forts, qui nécessitent
des investissements qui sont très conséquents. Mais aujourd'hui, les professionnels sont responsables, sont conscients qu'ils doivent faire ces mutations, et les mutations sont engagées. Ça fait un lien aussi avec l'emploi. Aujourd'hui, nos nouvelles générations nous disent on est d'accord d'aller bosser dans ces métiers-là, mais attention, il faut que ça soit vertueux, il faut que vous soyez bon au niveau de l'écologie. Donc on a aussi des enjeux qui ne sont pas que par rapport à nos clients, qui ne sont pas que sur le moyen long terme, mais ils sont aussi des enjeux par rapport à l'emploi. En 30 secondes, Jean-Virgile Crans, on arrive à la fin de cette émission. L'industrie du tourisme, c'est également une question d'aménagement du territoire. Alors c'est une question en effet d'aménagement du territoire, comme je le disais tout à l'heure, sur le principe de faire découvrir un rétro-littoral et de créer en fin de compte des offres, et des offres qui peuvent être différentes selon l'endroit où on est. Mais on voit bien qu'on a des sujets au niveau national de problèmes de constructabilité, de problèmes de foncier, avec un certain nombre de réglementations aujourd'hui très contraignantes. Et on a besoin aujourd'hui, en effet, d'exploiter bien mieux la totalité du territoire et penser surtout aux habitants. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui sont très preneurs de développer l'activité touristique et je dirais quelque part, des fois, c'est une des dernières activités qui peut rester. Mais c'est une petite pépite qui, bien souvent, a besoin d'être réveillée. Merci en tout cas de nous avoir fait partager cette passion d'une profession qui fait aussi rêver. Saint-Malo, l'année dernière, c'était le passage de la flamme olympique. Cette année, ce sera l'édition 2025 du Tour de France, notamment, et tellement d'autres animations. Merci Jean-Virgile Crans d'avoir répondu à l'invitation de ce Business Club de l'Ouest. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #, la réussite est en vous.